Ma sœur a souri, et a dit, « Maman m'a toujours aimé davantage. » Elle s'est arrêtée de parler, lorsque j'ai ouvert le coffre-fort. Et que j'ai sorti la lettre scellée, que maman avait laissée, avec ces mots, à n'ouvrir. Que si elle dit cela un jour? Le bureau de l'avocat sentait le café brûlé, et la poussière de radiateur froid. Et ma sœur souriait, quand elle l'a dit. Le même sourire facile, et bien exercé, qu'elle utilisait avec les professeurs, les propriétaires. Et les hommes, depuis que nous étions toutes les deux enfants. Maman m'a toujours aimé davantage, a dit Odette, à personne et à tout le monde à la fois. En pressant une phalange sous chaque œil, comme pour retenir des larmes. Qui ne coulait pas vraiment. Personne, dans la pièce, ne l'a contredite. C'était là, toute l'astuce. Personne ne le faisait, jamais. J'ai glissé la main, sous ma chaise pliante, où j'avais posé une boîte grise, éraflée et inifugée. Ce matin-là, sans dire à personne pourquoi. Et, j'ai décollé une bande, de ruban adhésif jauni, d'une enveloppe que notre mère, avait scellée. 18 mois avant sa mort. Mes mains, ne tremblaient pas encore. Cela, c'est venu plus tard. Le sourire d'Odette a tenu, pendant exactement une seconde de plus. À la manière d'une note de musique, qui se prolonge juste avant de se briser, puis... Sa bouche s'est figée en plein mouvement, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, sur son visage. Arlon Voss, l'avocat assis en bout de table, a regardé l'enveloppe dans ma main, puis... a regardé ma sœur, et quelque chose, dans son expression, est passé d'un ennui procédural à l'immobilité alerte d'un homme, observant un plan, qu'il avait passé un an à rédiger. Enfin, le déclencheur. Aucun d'eux ne savait encore, ce qu'il y avait réellement, dans l'enveloppe. Moi non plus, pas vraiment. J'avais transporté cette boîte, à travers 3 comtés, sans l'ouvrir, car l'étiquette, écrite de la main de notre mère, était explicite, jusqu'à la ponctuation, à n'ouvrir. Que si elle dit cela un jour? J'avais lu la phrase scotchée en dessous, un nombre suffisant de fois, pour la connaître par cœur. Je n'aurais jamais pensé, entendre ma sœur la prononcer à voix haute, devant tout le monde. L'après-midi exact, où cela compterait le plus. Mais, pour comprendre pourquoi quelques mots, pouvaient arrêter une femme adulte. En pleine représentation, dans une pièce remplie de membres de la famille. Il faut remonter à l'année précédente, avant même que quiconque parmi nous ne sache. Que notre mère montait un dossier. Je tenais les comptes de ma mère, de manière informelle, depuis environ 3 ans. Avant qu'elle ne tombe malade. Elle m'appelait, tous les quelques mois, pour une question sur un tableur. Ou un mot de passe oublié, et je la guidais au téléphone, depuis n'importe quel endroit. Où je travaillais cette semaine-là, car, être comptable indépendante signifie que l'on peut travailler, depuis une laverie automatique, dans un autre état, si nécessaire. Je vivais à 4 heures au nord, dans un appartement, au-dessus d'un magasin de vélos. Avec mon mari, Nathan, et un chat, qui le détestait. Odette vivait à 11 minutes, de la porte d'entrée de maman, dans une maison avec un garage aménagé. Qui servait autrefois de salle de sport, et qui était, raclement de gorge, désormais. Sur le papier du moins, le studio annexe pour son école de danse, la March Movement Academy. Elle l'avait bâti, en partant d'un sous-sol d'église loué, pour en faire un vrai bâtiment. Avec des miroirs, et des parquets amortissants. Et, pendant un temps, c'était le genre de choses, dont toute notre famille se vantait. Pendant les fêtes. En grandissant, l'histoire que la famille racontait sur nous, n'a jamais vraiment changé. Odette était l'étincelle, et moi, j'étais le registre de compte. Elle avait les solos de récital, et un château gonflable loué, pour son 9e anniversaire. À 11 ans, on m'a demandé, de garder les reçus, de la vente de pâtisserie de l'église. Parce que j'étais doué avec les chiffres, pas comme ta sœur. Je n'en ai pas tellement pris ombrage, mais j'ai plutôt construit, une personnalité entière. Autour de cela. Celle qui était fiable, celle qui n'avait pas besoin, d'attention supplémentaire. Pour se sentir aimée. C'est étrange d'y repenser aujourd'hui, et de réaliser, que la fille qui n'avait jamais besoin de plus,
était aussi la fille en qui notre mère avait discrètement décidé, des décennies plus tard, de pouvoir réellement avoir confiance. Quand maman a reçu le diagnostic de cancer du pancréas, la géographie a fait ce que fait la géographie. Odette est devenue celle qui était présente à chaque rendez-vous. Celle qui savait quelle infirmière aimait son café noir. Celle qui pouvait arriver à la maison en 9 minutes chrono si quelque chose tournait mal. À 2 heures du matin. Je prenais l'avion toutes les quelques semaines et j'avais l'impression, à chaque fois, d'être une invitée dans l'agonie de ma propre mère. Je me disais que ce n'était qu'une question de distance. Je me disais que la façon dont le visage de maman s'illuminait différemment pour Odette plus brillamment, plus rapidement, de manière presque désolée n'était que l'expression de la proximité. La gratitude naturelle que l'on ressent envers la personne qui vide votre bassin. Par rapport à celle qui arrive avec des fleurs et repart au bout de 4 jours. Notre père était décédé 6 ans plus tôt, de façon rapide, et sans drame, une crise cardiaque. Sur le parking d'une quincaillerie. Aucun avertissement, pas de longs adieux. Ainsi, maman avait passé des années, seule dans cette maison, avant que son diagnostic ne lui donne une raison d'avoir besoin de qui que ce soit. Je me disais que le fossé, entre moi et sa maladie, était un problème logistique. Qui pouvait être résolu, avec plus de vols, et plus d'appels téléphoniques. Je ne comprenais pas encore que certaines distances n'avaient jamais rien à voir avec des kilomètres. Il y avait de petites choses que j'avais remarquées et mises de côté, sans jamais y revenir. Maman qui me demandait, l'air de rien, de me connecter à son compte d'investissement. Juste pour que tu te souviennes comment faire, au cas où, alors que je gérais déjà de l'argent. Pour gagner ma vie. Maman, qui gardait une boîte de sécurité grise et cabossée, sur l'étagère du haut du placard de l'entrée, qui contenait, selon elle, de vieux papiers d'assurance. Cette même boîte de sécurité, dont je découvrirai plus tard, qu'elle avait un poids différent. Et bien plus lourd, que ne le devraient des papiers d'assurance. Un dossier d'admission en soins palliatifs, avec un post-it, de son écriture. Que j'avais aperçu une fois, et que je n'avais pas compris, demandé à Marisol. Pour le registre des visiteurs. J'ai classé tout cela dans la catégorie « Les mourants deviennent pointilleux ». Sur des choses étranges, et j'ai repris le cours de ma vie. Une fois, lors d'une visite dominicale, elle a sorti un reçu de station-service plié de la poche de son gilet, et m'a demandé de mettre ça avec les papiers importants. De la même manière, qu'on tendrait une liste de courses à quelqu'un, et non une preuve. Je l'ai retrouvé, des semaines plus tard, replié au fond d'un tiroir, un reçu pour un mandat poste. Daté, pour un montant, qui ne signifiait rien pour moi, à l'époque. Je ne l'ai relié à rien, car il n'y avait encore rien, dans mon esprit, à quoi le relier. La dernière fois que je lui ai rendu visite, avant sa mort, maman passait. Ce que le personnel des soins palliatifs appelait, une bonne semaine, éveillé le matin. Capable de s'asseoir, dans le fauteuil inclinable, près de la fenêtre. Qui donnait sur une mangeoire à oiseaux, que papa avait accroché des années plus tôt. Et que personne n'avait jamais décroché. Lors de cette visite, elle m'a demandé de m'asseoir avec elle, l'ordinateur portable ouvert. Sur la table roulante, et de la guider, pour configurer l'authentification à double facteur. Sur le compte d'investissement, pour que personne, à part toi et moi, ne puisse y accéder. Sans avoir un téléphone en main. Je me souviens avoir pensé que c'était touchant, un peu triste, le genre de choses qu'une femme effrayée et mourante fait pour se sentir en contrôle d'une chose de plus. Avant de perdre le contrôle de tout le reste. Je n'ai pas pensé, pas une seule fois, qu'elle le pensait littéralement. Qu'elle était en train de verrouiller une porte et de s'assurer que je détienne spécifiquement l'une des 2 seules clés. Elle s'est endormie avant que nous ayons terminé, sa main reposant encore sur la souris. Et, je suis resté assise là, encore 20 minutes, à écouter une mésange s'affairer sur la mangeoire. À l'extérieur, ne voulant pas la réveiller, sans savoir que c'était.
l'un des derniers après-midi ordinaires que nous aurions. La première fêlure est apparue, cette semaine après les funérailles, alors que je clôturais le compte chèque de maman, et que je le comparais aux documents fiscaux de l'année précédente. Le genre de travail de nettoyage, peu prestigieux, dont les exécuteurs testamentaires ne vous parlent jamais. Le compte, qu'Odette gérait de manière informelle, celui dont elle avait dit à la famille qu'il s'élevait à un peu moins de 9,000 $, au décès de maman, présentait un écart de 6,000 $. Par rapport à ce que le formulaire 1099 INT et les relevés bancaires indiquaient comme solde attendu. Je l'ai appelé à ce sujet, de la même manière que l'on appellerait pour n'importe quelle chose ordinaire. Aucune accusation dans ma voix, car je n'en avais pas encore formulé. Et, je fais le rapprochement du compte chèque de maman, et il me manque environ 6 000. Par rapport à ce que les relevés indiquent. As-tu une idée de ce que ça pourrait être? Il y a eu une pause, juste une demi-seconde, trop longue. Des trucs médicaux, a répondu Odette. Les quotes-parts, le service de transport, cette aide à domicile, pour les 2 semaines. Avant que les soins palliatifs ne prennent le relais. Je ne gardais pas vraiment les reçus. Reine. Je maintenais maman en vie. Je me suis excusé d'avoir posé la question. Je me suis réellement excusé, assise à la table de ma cuisine, avec un tableur ouvert. Car elle avait toujours été, tellement douée, pour faire passer l'inquiétude pour une accusation. Et les accusations, pour une trahison. Mon estomac ne s'est pas encore noué. Ça allait venir. Je me suis dit, en retournant en voiture, vers la maison vide de maman, cet après-midi-là, que 6,000 $, au cours d'une maladie terminale, ce n'était en réalité pas si étrange. Les soins palliatifs ne sont pas donnés, même avec une assurance. Le deuil rend les gens brouillons avec la paperasse. J'ai construit toute une défense pour Odette, dans ma tête, avant même qu'elle ait fini de me demander de la construire pour elle, car c'est ce qu'une vie entière à être la personne raisonnable vous entraîne à faire. La deuxième fêlure est survenue, lorsque j'ai demandé, de manière raisonnable, si je pouvais voir le registre de chéquier du compte joint, afin de pouvoir le comparer aux 6,000 $ manquants pour le dossier de succession. Odette a dit, bien sûr, absolument. Elle le déposerait, à la maison de maman, où je séjournais, le temps de terminer le nettoyage. 2 semaines ont passé. J'ai envoyé 2 SMS. Lorsque le registre a finalement fait son apparition, glissé dans un sac de course, sur le porche. Et sans aucun mot, 4 pages avaient été arrachées. Le long de la reliure à spirale de façon nette et délibérée, exactement là où les dates que j'avais demandées auraient dû se trouver. J'ai photographié les bords déchirés, avant de dire quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je ne sais pas tout à fait pourquoi j'ai fait cela. Un certain instinct, qui n'avait encore rien à voir avec la confiance, mais tout à voir avec une décennie passée, à tenir les comptes des autres, et à savoir ce que signifient habituellement des pages manquantes. J'ai posé le registre à plat, sur la table de la cuisine de maman, ce soir-là. Et j'ai passé mon pouce, le long du fil en spirale déchiré, en comptant l'écart. 4 pages disparues, sur la même période de 6 semaines, au printemps. Précédant le diagnostic de maman, des mois avant, que quiconque dans la famille ne sache qu'elle était malade. Quand j'ai posé la question, directement à Odette, elle a répondu, qu'elle avait dû les arracher. En faisant des calculs de course dans les marges, et qu'elle les avait jetés, sans réfléchir. Tu as le droit de juste me croire, parfois, reine, a-t-elle dit, et elle a raccroché. Avant que je puisse répondre. Je suis resté assise là, un long moment, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur. L'un de ces petits bruits mécaniques, qui remplit une maison, après que quelqu'un ait cessé de la remplir avec autre chose. La troisième fêlure n'était pas du tout financière. Elle était sociale, et elle s'est propagée plus vite que n'importe quoi avec des chiffres. Ne pourrait jamais le faire.
2 jours après avoir mentionné le registre, à notre cousine Portia prudemment, doucement. De la manière dont on mentionnerait un mal de tête à un ami. Et non un diagnostic à une assemblée. J'ai été ajouté à un fil de discussion familiale. Qui fonctionnait apparemment sans moi, depuis un moment. Le premier message que j'ai pu voir, venait d'une tante, que je voyais 2 fois par an. Je prie pour la paix, dans cette famille, en ce moment. Le second venait de Portia elle-même, certaines personnes sont ici, à compter les centimes. Avant même que le corps de leur propre mère, ne soit froid. C'est dégoûtant. Honnêtement. Personne n'a utilisé mon prénom. Personne n'en avait besoin. J'ai appelé Odette, et pour une fois, elle n'a pas éludé le sujet. J'ai peut-être mentionné, que tu te comportais bizarrement, à propos des affaires de succession. A-t-elle dit, d'un ton plat, presque ennuyé. Je n'ai pas dit ton nom, non plus. Si les gens ont fait le lien, c'est de leur faute. Tu as dit à la famille, que je fouillais dans les finances de maman. Comme si je t'accusais de quelque chose, n'est-ce pas? Je n'avais pas de réponse à cela, pour le moment. C'était la partie, qui faisait le plus mal. Elle n'avait pas complètement tort, et elle le savait. Et elle utilisait, cette part de vérité, comme une lame. Ce soir-là, Nathan m'a trouvé, assise sur le sol de la salle de bain, avec mon téléphone. Face contre le carrelage. Je ne pleurais pas vraiment, je respirais juste, de cette manière superficielle, et rationnée. Que l'on adopte, quand on essaie de ne pas pleurer. Il ne m'a pas dit, de me déconnecter, ou de passer outre. Il s'est assis à côté de moi, le dos contre la baignoire, et a dit, les reçus se moquent. De savoir si les gens te croient. Ce sont toujours des reçus. Ce n'était pas vraiment, du réconfort. C'était la chose, dont j'avais réellement besoin, un rappel que la vérité n'a pas besoin de l'autorisation d'un public, pour rester vrai. J'ai appelé ma tante Dahlia directement, celle qui avait publié, qu'elle priait pour la paix. Et je lui ai demandé gentiment, ce qu'elle pensait, exactement, que j'avais fait. Elle a rétropédalé, presque instantanément, comme le font les gens. Lorsque la personne qu'ils ont silencieusement jugée, a soudainement un numéro de téléphone. Et une voix. Je ne veux juste pas, que cette famille se déchire, pour de l'argent, a-t-elle dit. Comme si l'argent, était la chose qui déchirait, et non 4 pages arrachées. Dans un registre de chéquier. Je lui ai dit, que je ne voulais pas ça, non plus. Je ne lui ai pas dit, ce que je soupçonnais déjà, que l'argent n'avait pas attendu la permission. Pour tout déchirer. Il le faisait discrètement, depuis plus d'1 an, déjà. Nous avions simplement été, les derniers à le remarquer. La 4e fêlure, a mis plus de temps à se former, et c'est celle, qui a changé la forme de tout. Une amie, d'un forum de discussion en comptabilité, a mentionné en passant. Une enquêtrice en fraude, qu'elle avait sollicitée, pour un vilain litige de petite entreprise. Une femme nommée Denise Okafor, enquêtrice certifiée en fraude, avec 18 années passées. A démêlé exactement, ce genre de naufrage financier familial. Je l'ai appelée, principalement, pour lui demander, combien coûterait un véritable audit judiciaire. Denise est restée silencieuse, à l'autre bout du fil, pendant une seconde, lorsque je lui ai donné le nom de notre mère. Je connais ce nom, a-t-elle dit. Karine Vasco m'a engagé, il y a environ 14 mois. Une mission d'une demi-journée, payée en espèces. Et elle n'est jamais revenue, pour le rendez-vous de suivi, que j'avais programmé. Je me suis assise lourdement, sur le bord du lit de maman, dans la chambre, qui sentait encore légèrement sa crème pour les mains, et j'ai demandé à Denise, de répéter cela. Plus lentement. Votre mère m'a engagé, elle-même, a dit Denise. Elle m'a demandé, de retracer l'historique des transactions, sur un compte joint. Se terminant par 3312, en remontant à peu près, sur 18 mois. J'ai trouvé un schéma de virement. Qui précédait tout déclin documenté, de sa santé, de bien plus d'1 an. De petits montants. Au début, puis, plus si petit. Je lui ai dit, ce que j'avais trouvé. Elle m'a remercié. A payé la facture, et m'a dit, qu'elle n'était pas encore prête.
à y donner suite. C'est la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Elle m'a tout expliqué au téléphone, avec la cadence plate et patiente de quelqu'un qui avait expliqué ce même genre de chagrin à une centaine d'autres enfants adultes avant moi. Les virements avaient commencé modestement et étaient restés juste en dessous du seuil. Qui aurait déclenché les propres alertes à la fraude de la banque? 400$ par-ci, 600$ par-là, toujours arrondis, toujours espacés de 10 ou 11 jours. Comme si quelqu'un avait lu une brochure sur la façon dont les banques surveillent les schémas. Et avait conçu un schéma spécifiquement destiné à ne pas en avoir l'air. Quiconque a déplacé cet argent, ne paniquez pas, a dit Denise. Cette personne prenait son temps. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un en crise. C'est l'attitude de quelqu'un avec un plan. Je lui ai demandé, d'une voix plus faible, que je ne l'aurais voulu, si maman lui avait dit. Qui elle soupçonnait. Denise est restée silencieuse, une seconde. Elle n'a pas eu besoin de le faire, a-t-elle dit. Elle ne m'a donné qu'un seul nom, pour vérifier les recoupements. Mes mains sont devenues froides, avant que mon cerveau ne comprenne pourquoi. Maman n'avait pas seulement remarqué que quelque chose clochait. Maman savait, avec des preuves, depuis plus longtemps, qu'aucun d'entre nous n'avait compris. Qu'elle était assez malade, pour même y penser, et elle n'avait rien dit. Elle avait continué à sourire à Odette, à travers chaque table de fête, pendant plus d'1 an. Elle avait continué à dire les choses qui me donnaient l'impression d'être la fille qui était partie, tout en payant discrètement une professionnelle pour constituer un dossier à charge contre la fille qui était restée. La 5e fêlure est arrivée, avec une date butoir attachée, et c'est à ce moment-là que j'ai cessé de pouvoir prétendre que tout cela était ambigu. Odette a appelé, un mardi matin, d'un ton léger et professionnel, et m'a dit qu'elle avait trouvé un acheteur, intéressé par la maison de maman, une offre rapide en espèces. Sans condition d'inspection, le genre d'opportunité que l'on saisit avant qu'elle ne s'évapore. Elle avait besoin que je signe un acte de renonciation d'ici la fin du mois, pour que la vente puisse être conclue sans que nos deux noms n'encombrent le titre de propriété. C'est juste plus rapide comme ça, a-t-elle dit. Tu n'as même pas besoin de descendre. Je t'enverrai les papiers par coursier. J'ai fait le calcul, sans le vouloir. Une vente de maison, qui se clôturait, et distribuait les bénéfices, avant qu'un audit formel ne soit terminé, effacerait fonctionnellement tout ce qui restait de la piste des transactions que Denise avait commencé à reconstituer. Des fonds mélangés, de l'argent déplacé, une remise à zéro légale et propre, déguisée en commodité. Je dis à Odette que j'avais besoin d'un peu plus de temps pour revoir ça avec l'avocat de la succession. Elle est devenue silencieuse, de cette manière si particulière qu'elle avait. Cette pause qui signifiait qu'elle recalculait tout. Il n'y a pas d'avocat pour la succession, a-t-elle dit lentement. Maman n'en avait pas. Je le saurais. Ce moment de suspens, cette certitude plate dans sa voix, la fausseté de la chose. C'est exactement là que j'ai arrêté d'essayer de gérer tout cela, toute seule. Maman, s'est-il avéré, avait un avocat depuis le début, et je n'avais pas connu son nom. Avant la semaine, où je l'ai trouvé agrafé, à l'intérieur d'un dossier, étiqueté, papier divers. Dans le même placard, où se trouvait la boîte de sécurité. Arlon Voss avait pratiqué le droit des aînés, pendant 24 ans, s'occupant principalement d'affaires dont personne ne veut parler à table. Des litiges sur la capacité mentale, l'exploitation financière de parents vieillissants. Des batailles de tutelle, habillées d'un langage poli. Il n'a pas semblé surpris, quand j'ai appelé, et que j'ai expliqué qui j'étais. Je m'attendais à avoir des nouvelles, de l'une des filles de Karine, a-t-il dit. Je commençais à me demander, si ce serait vous, ou votre sœur. Au cours de 3 appels distincts, Arlon a exposé ce que notre mère avait réellement mis en place, au cours de la dernière année, de sa vie, pièce par pièce. Comme un homme déballant quelque chose de fragile, un codicile notarié, à son testament.
exécuté 9 mois avant sa mort, me nommant administratrice unique, d'un fonds d'études restant, de 61 000 $, destiné aux filles d'Odette, conditionné explicitement, au remboursement par Odette. Des transferts non autorisés et documentés, que le rapport de Denise, avait alors chiffrés, à 47 600 $, retirés du compte joint, se terminant par 3312, sur une période ayant commencé bien plus d'1 an, avant le diagnostic de maman. Le codicile comportait une clause de déclenchement, m'a expliqué Arlon. Une clause qu'il avait rédigée, à la demande spécifique, et insistante de maman, malgré sa propre et légère objection professionnelle, sur son caractère inhabituel. Elle ne s'activerait pas, automatiquement. Elle s'activerait, la première fois qu'Odette prononcerait, devant des témoins, une phrase particulière, que maman avait écrite elle-même. Et qu'elle avait fait notarier par Arlon, en même temps que le document. La preuve, lui avait dit maman, que rien n'avait changé, et que rien n'avait été mérité. Peu importe combien d'années passaient, ou avec quelle force de conviction, le deuil se réinventait. Il avait conservé, chaque brouillon, chaque registre de notarisation. Chaque page du rapport de Denise, consignée et datée, dans un dossier, qu'il appelait. Par vieille habitude, pièce AF, bien que jusqu'à ce jeudi-là, il n'y ait jamais eu de salle d'audience, pour en avoir besoin. Votre mère avait peur de beaucoup de choses, vers la fin, m'a dit Arlon. Mais, elle avait surtout peur, de confronter votre sœur directement. Et de perdre la seule personne, prête à s'asseoir avec elle, à 2 heures du matin. Alors, elle a construit quelque chose, qui ne l'obligeait pas, à être celle, qui le dirait à haute voix. Les dossiers des soins palliatifs, ont confirmé le reste. Et c'est cette partie-là, qui a réellement brisé quelque chose, dans ma poitrine. Marisol Duny, l'infirmière en soins palliatifs, qui s'était assise avec maman 3 nuits par semaine, pendant les 4 derniers mois, avait documenté, avec l'écriture soignée, clinique, et totalement dénuée d'émotion d'une infirmière, une demande récurrente de notre mère. Répétée lors de 3 visites distinctes, la patiente demande au personnel de ne pas la laisser seule, avec sa fille Odette. Elle déclare avoir besoin d'un témoin en permanence dans la chambre. Personne n'avait compris cette note, lorsqu'elle avait été rédigée. Je la comprenais maintenant, avec une clarté, qui m'a fait littéralement plier les genoux contre le comptoir de la cuisine. Maman n'avait pas aimé Odette, davantage. Maman avait été terrifiée par elle, en silence, pendant plus d'1 an, et avait dépensé le peu de force qui lui restait, pour camoufler cette peur, derrière un favoritisme si convaincant. Qu'il avait trompé son autre fille également. Je suis resté seul avec cela, pendant 3 jours, avant d'en parler à quiconque, y compris Nathan. Y compris Denise, y compris Arlon. Car, voici le choix, dont personne ne vous avertit, quand un secret de cette taille vous tombe sur les genoux, le savoir, ne fait pas qu'inculper ma sœur. Ça l'anéantit. Ça enlève, à 2 petites filles, leur tante pour Thanksgiving. Ça fait de moi, la personne, qui a ouvert un coffre-fort, et qui a fait exploser une famille. Exprès, avec de la paperasse. Je ne vais pas prétendre, que ces quelques jours, ont été faciles. J'aimais mes nièces, avant d'aimer avoir raison, ai-je dit à Nathan, le 4e soir. Enfin assise, en face de lui, à la table de la cuisine, avec les notes des soins palliatifs. Entre nous, comme une chose radioactive. Il les a lues 2 fois, avant de dire quoi que ce soit. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit, avec ça ce soir, a-t-il dit, mais tu sais déjà que tu ne vas pas garder ça pour toi, pour toujours. Ce n'est pas qui tu es. Je lui ai demandé, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, si c'était un compliment. Il n'a pas ri. Je ne sais pas encore, a-t-il répondu. Demande-moi, après. Ce n'était pas du réconfort. C'était de l'honnêteté, et d'une certaine façon, ça m'a aidé davantage. Arlon a mentionné, presque en passant, lors de l'un de nos appels, que si le remboursement ne se faisait pas volontairement, le comté avait une unité de lutte contre les crimes financiers. Créée exactement pour cela,
des cas où quelqu'un, ayant accès au compte d'un parent mourant ou décédé, en avait abusé. J'ai appelé le numéro qu'il m'avait donné, plus par conscience professionnelle que par véritable intention. La détective Wanda Pruy a décroché à la deuxième sonnerie, avec 16 ans d'une carrière bâtie sur des affaires, dont personne, dans une famille, ne veut jamais admettre l'existence. La plupart des gens m'appellent, en espérant que je leur dirai, de ne pas s'en inquiéter. A-t-elle déclaré. Je ne vais pas faire cela, mais je ne vais pas non plus ouvrir un dossier. Avant que vous me le demandiez. C'est votre décision, pas la mienne. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché, sans lui demander de faire quoi que ce soit, pour l'instant. Je n'étais pas prête. Pas cette semaine-là. J'ai conduit jusqu'au bureau de Harlon, la semaine suivant cet appel. Principalement parce que lire du jargon juridique, au téléphone, avait commencé à me faire l'effet d'essayer de décortiquer de l'eau. Son bureau était plus petit que ce que j'avais imaginé. Des diplômes encadrés s'entassaient à côté d'un tableau en liège, recouvert de dessins de petits enfants, et il m'a remis le codicille, en personne du vrai papier. De vraies signatures. L'écriture de notre mère, visiblement plus tremblante, à la dernière page, qu'elle ne l'avait été à la première. La preuve de ce que ce document lui avait coûté à terminer. Elle a réécrit la page 3, à 4 reprises, a dit Harlon, sans méchanceté. Elle voulait trouver la formulation exacte. Elle était très catégorique sur le fait que cela ne devait pas ressembler à une punition. Elle voulait que cela ressemble à une preuve. Je lui ai demandé quelle était la différence, selon lui. Il y a réfléchi plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. De la part d'un homme qui facture à l'heure, pour réfléchir à quoi que ce soit. Une punition, c'est à propos de ce que quelqu'un mérite, a-t-il dit finalement. Une preuve, c'est juste à propos de ce qui est vrai. Votre mère ne voulait pas décider de ce qu'Odette méritait. Elle voulait que le choix lui soit totalement retiré des mains, afin que personne ne puisse jamais dire, par la suite, qu'elle avait fait cela par méchanceté. La date limite fixée par Odette, pour la signature de la renonciation, est arrivée, et est passée. Pendant que je réfléchissais à cette décision. Et, lorsqu'elle a été dépassée, sans signature, elle a appelé 11 fois, en une seule soirée. À la 12e fois, j'ai décroché. Tu fais ça exprès, a-t-elle dit, sans me saluer. Tu essaies de me punir, pour avoir été celle, qui est réellement restée. J'essaie de comprendre, où sont passés les 47,000 $, Odette. C'était à moi. Sa voix s'est brisée sur le mot, et, pendant une seconde, j'ai entendu quelque chose de presque sincère, sous la représentation. Une véritable conviction, et pas juste une stratégie. J'ai sacrifié 2 années de ma vie. J'ai perdu des clients. Au studio. Sais-tu ce que cela coûte, de maintenir une entreprise en vie? Pendant que tu conduis ta mère mourante, à la chimio, 3 fois par semaine? Cet argent? C'était une avance, sur l'héritage. Je l'ai mérité. À ce moment-là, ma main s'était resserrée autour du téléphone, mes jointures pâlissant. Et, pendant une longue seconde, j'ai réellement envisagé de simplement signer les papiers. Quand ils arriveraient, de les renvoyer le lendemain matin. De laisser la vente de la maison se conclure, de laisser toute la laideur de la situation se dissoudre dans cet argent, changeant de main, comme l'argent le fait toujours. Plus facilement que tout cela. J'ai pensé à mes nièces, et à leur juste au corps, après le cours du dimanche, et au fait que rien de tout cela n'était de leur faute, et à quel point signer pourrait être la version de cette histoire, où elles auraient encore un Thanksgiving normal. Avec à la fois leur mère et leur tante dans la pièce. Ensuite, j'ai pensé aux 4 pages arrachées, et à la façon dont tu as le droit de juste me croire, avait semblé être, moins un mot rassurant, et bien plus une instruction. Et, je n'ai pas signé. Personne n'a écrit ça nulle part, Odette. Pas une seule fois.
pas dans les affaires? Que maman a laissé. Parce que maman me faisait confiance. Sa voix est devenue fine et dangereuse. Maman m'a toujours aimé davantage. Et tu le sais. Et tu m'as détesté pour ça. Toute ta vie. Et c'est juste toi qui obtiens enfin ta petite vengeance mesquine pour ça. Il me restait 8 jours avant la date limite de dépôt de la succession imposée par le tribunal. Et une vente de maison, assise sur une mèche allumée, et une sœur qui croyait sincèrement. Et structurellement en sa propre justification, jusqu'au plus profond de ses os, ce qui signifiait que rien de ce que je lui dirais en privé n'aurait jamais d'impact. J'ai rappelé Arlon le lendemain matin, et je lui ai dit que je voulais faire les choses de la manière dont maman les avait construites, devant la famille, avec des témoins. Exactement comme elle l'avait conçu. La lecture du testament a été programmée un jeudi gris, dans le bureau de Arlon. 11 membres de la famille, entassés dans une pièce, conçue pour 6 personnes. Sur des chaises pliantes, empruntées quelque part au bout du couloir. J'ai apporté la boîte grise ignifugée, et je l'ai posée, sous ma chaise, sans un mot pour personne. Y compris pour Nathan, qui m'a serré la main, une fois à la porte, puis, m'a laissé entrer seul. Car il avait compris à juste titre, que c'était à moi, de porter ce fardeau. La pièce était plongée dans ce silence particulier, des gens, qui ne savent pas ce qui les attend. Mais qui sentent, que la température a baissé, malgré tout. Portia s'est assise, à 2 sièges d'Odette, refusant de regarder, l'une ou l'autre d'entre nous. Dahlia avait apporté, une boîte de mouchoirs, qu'elle n'avait pas encore ouverte. En équilibre sur son genou, comme un accessoire pour une scène, qu'elle supposait avoir déjà comprise. Odette portait, la robe bleu marine, qu'elle avait mise pour les funérailles de maman. Ce qui donnait l'impression, avant même que quoi que ce soit ne se produise, de constituer sa propre forme, de déclaration. Arlon a parcouru le testament, de façon méthodique. Le modeste versement, de l'assurance vie, un ensemble de bijoux, détaillés pour chacune de nous. Le langage juridique standard, que personne n'écoute. Puis, il est arrivé au codicile, et a lu les conditions à voix haute. De sa voix plate de salle d'audience, les 47 600 $, le fonds d'études. Le délai de remboursement de 90 jours, la désignation d'administrateur. Le visage d'Odette s'était figé, dès la 2e phrase. C'est de la folie, a-t-elle dit, en l'interrompant. C'est Reine, qui déforme les mots de maman, après coup. Parce que maman me faisait confiance. Pour tout. Maman, elle s'est arrêtée, s'est recalibrée, et a adouci sa voix, pour l'assembler. Comme elle le faisait toujours, quand elle avait besoin d'un public, de son côté. Vous savez tous, à quel point maman et moi, étions proches. Maman m'a toujours aimé davantage. Tout le monde ici, le sait. La pièce est devenue silencieuse, de cette manière si particulière, dont une pièce se tait. Quand quelque chose est tombé, et que personne n'est encore sûr de ce que c'était. J'ai glissé la main, sous ma chaise. Le scotch s'est détaché facilement, cette fois-ci. Je m'étais entraîné, à le décoller, dans ma tête, pendant 2 semaines. À l'intérieur de l'enveloppe, attachés ensemble, exactement comme maman les avait laissés, se trouvait la phrase, que Arlon avait notariée, une seule page manuscrite. Adressée à personne et à tout le monde, et une photocopie, des notes de soins palliatifs. De Marisol Duny, avec la ligne du « registre des visiteurs », surlignée en jaune. J'ai lu la phrase scotchée, à voix haute, écrite de la propre main de maman. Afin qu'il n'y ait aucune contestation, plus tard, sur ce qui l'avait déclenché. Si Odette dit un jour, devant la famille, que je l'ai aimé davantage, cela signifiera que rien n'a changé, et que tout ce qui se trouve dans cette enveloppe, est vrai. La bouche d'Odette s'est figée en plein mouvement. Silence. Le silence de toute la pièce pesait de tout son poids, comme une lourde météo. Arlon n'a pas laissé passer ce moment. Il a confirmé, pour le procès-verbal, devant 11 témoins, que la condition de déclenchement oral du codicile venait d'être satisfaite,
que le document était désormais légalement actif. À partir de cette phrase, et que, le résumé de l'expertise comptable, de Denise Okafor, serait déposé avec lui, auprès du tribunal des successions. Il a expliqué, sans élever la voix, ne serait-ce qu'un peu, que tout échec à organiser la restitution, dans un délai de 90 jours, entraînerait le renvoi de l'affaire à la détective Wanda Puy, de l'unité des crimes financiers du comté, avec 16 ans d'expérience. Et qui, lorsque je lui avais parlé, la semaine précédente, à titre de formalité, ne m'avait pas semblé être une femme encline à l'indulgence, pour des affaires impliquant les comptes d'un parent en phase terminale. Odette n'a pas pleuré, de la façon dont elle l'avait fait, au début de la réunion. Cette représentation-là avait disparu. Ce qui l'a remplacé était quelque chose de plus silencieux, et honnêtement, de pire à regarder. Son visage, en train de faire le calcul, en temps réel. Les miroirs loués du studio, et les parquets amortissants, défilant derrière ses yeux. Comme des garanties, qu'elle était sur le point de perdre. Elle a perdu la plus grande partie de tout ça. Au cours des mois suivants, le matériel de la Marsh Movement Academy et les miroirs. Le système de sonorisation, 2 années de stock de bars, à peine utilisé, a été vendu en liquidation, pour 18 500 $, et appliqué sur la dette, à titre de restitution partielle. Selon un accord, que Arlon avait structuré, pour qu'elle ne voie pas l'intérieur d'un tribunal. À condition qu'elle respecte chaque paiement. Le fonds d'études m'a été transféré en tant qu'administratrice, intact. En attendant 2 petites filles, qui ne savent pas encore pourquoi leur tante gère désormais leurs comptes universitaires, au lieu que leur mère ne s'en charge directement. Odette et moi ne nous parlons plus. Non pas en raison d'une décision de justice, ni d'un coup de téléphone final et dramatique. Nous avons, tout simplement, arrêté. De la même manière que l'eau cesse de couler, une fois que vous avez fermé le robinet. Jusqu'au bout. Je vois mes nièces, selon un planning maintenant, supervisé par rien d'autre que des invitations de calendrier, et ma propre culpabilité, lors de fêtes d'anniversaire. Et quelques samedis par an. Et, j'ai fait la paix, pour l'essentiel, avec le fait, que la paix et le deuil, peuvent occuper exactement la même pièce. Elle le dit encore parfois, selon Portia, qui, elle non plus, ne m'adresse toujours pas la parole. Maman m'a toujours aimé davantage. Je ne contredis pas, lorsque cela me revient, de seconde main. Je n'ai plus à le faire. Maman lui a déjà répondu, de sa propre écriture, scellée dans une boîte. Et programmée pour s'ouvrir, uniquement au moment où ce ne serait plus une question.